Mis à part les éléments imposés par la conjoncture, la langue politique repose sur un certain nombre de termes majeurs. Beaucoup nous viennent de l'Antiquité. Le mot démocratie est né en Grèce, le mot république est né à Rome, d'autres nous viennent de la Révolution française. Je pense aux droits de l'homme et du citoyen. Au fil du temps, ils ont été commentés, développés, contestés et parfois obscurcis. Il n'est pas inopportun de les soumettre à ce que nous appelons ici la dispute, c'est-à-dire la formulation et la défense par deux interlocuteurs de deux réponses opposées à une même question. Considérons par exemple les droits du citoyen. Il n'est pas difficile de les identifier dans un état de droit. En fait, ils rassemblent tout ce qui permet à l'individu de l'emporter légalement sur plus puissant que lui, et notamment sur la puissance étatique. Liberté de la presse, droit de vote, accès à une justice impartiale et indépendante, j'en passe. Réciproquement, un individu ne peut être appelé citoyen que s'il jouit de tels droits. On peut dire que l'ensemble des théoriciens de la politique s'accordent sur ce type d'approche, y compris ceux qui ne croient pas que le citoyen existe ou qu'il ait des droits. Pour les droits de l'homme, c'est tout à fait différent. Deux positions s'opposent, y compris parmi ceux qui croient à l'état de droit. Selon les uns, les droits de l'homme n'ont pas de contenu propre. Tout au plus, fixe-t-il un idéal abstrait, si abstrait qu'il est vide. Hannah Arendt, qui défendait l'état de droit, résume les droits de l'homme ainsi: le droit d'avoir des droits. Autrement dit, tant que les droits du citoyen n'ont pas donné un contenu à ce droit, tant que le droit au singulier ne se substantifie pas, ne s'enrichit-il pas du contenu que lui donnent les droits au pluriel, on n'a rien. Ce rien revient à une équivalence droit de l'homme et droit du citoyen, le vide d'un côté, la plénitude de l'autre. Une autre position est possible. Que le citoyen ait des droits, c'est une chose, mais que l'être humain, du seul fait qu'il est né, indépendamment de la structure politique dans laquelle il s'inscrit, ait des droits du seul fait qu'il est né, aussi longtemps qu'il vit et qu'il meurt, ces droits existent bien et ils ont une matérialité. On peut dire que cette matérialité concerne le corps de l'être humain, en tant que tout être humain a un corps, que l'espèce humaine est une, et que cet
espèce humaine est marquée par la vie et par la mort. Ne pas être tué, ne pas être torturé, pouvoir penser ouvertement, pouvoir parler ouvertement, nouer librement des relations amoureuses, tout cela, du seul fait qu'il appartient à l'espèce humaine, un être humain peut et doit en jouir. Dans ce cas, entre citoyens et êtres humains, entre les droits de l'un et les droits de l'autre, il peut y avoir accord, il peut y avoir désaccord, mais il y a toujours une différence. Ce n'est pas simplement une querelle abstraite ou une querelle théorique. Une urgence présente nous a rappelé quelle signification a l'éventuelle différence entre droit du citoyen et droit de l'homme. Je pose la question en termes simples. Est-ce qu'un réfugié, dépouillé dans son propre pays de tous ses droits de citoyen, est-ce qu'un tel réfugié jouit-il de droits dans le pays d'accueil, tout simplement parce qu'il est un être humain? Ou bien, thèse impliquée par Hannah Arendt, elle ne l'énonce pas, étant admis que l'être humain en général, ça n'existe pas politiquement, étant admis que les droits de l'homme n'ont aucune substance et sont un pur vide, le réfugié n'a-t-il par lui-même aucun droit, sauf ceux que, par générosité, lui accordent les citoyens du pays d'accueil? On voit la différence. Considérons à présent le mot démocratie. Des différents embarras que j'ai tenté d'exposer devant vous, parce que ce sont des embarras, en tout cas pour moi, sont nées trois questions qui seront disputées ici. Non pas débattues, mais disputées. Sur chacune, deux thèses s'affronteront. Il reviendra à un vote de déterminer celle qui a bénéficié des arguments les plus solides. Le vote blanc est admis au même titre que le oui et le non. Les questions, les voici. Les droits de l'homme et les droits du citoyen sont-ils équivalents? Oui ou non? La majorité des voix est traitée dans la pratique comme un équivalent de la totalité des voix. Est-ce légitime? Oui ou non? République et démocratie sont-elles indispensables l'une à l'autre? Oui ou non? Voici ce qui va être disputé ici, et je termine ici ma leçon. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Bienvenue à la Sorbonne. On a l'honneur d'ouvrir la première disputation et nous allons donc disputer le sujet « Les droits de l'homme et du citoyen sont-ils équivalents ?» Nous défendrons d'abord la thèse que non, les droits de l'homme et du citoyen ne sont pas équivalents. Et pour bien disputer ce sujet, il faut d'abord en définir les termes. Donc, qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme et qu'est-ce que c'est que les droits du citoyen? Eh bien, les droits de l'homme, ce sont les droits que l'on donne à chaque humain sur le principe que tous les humains ont une conscience et une raison.
Dès lors, on en déduit que les droits de l'homme sont universels, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent pour tous et en tout temps, universels et inaliénables, c'est-à-dire qu'on ne peut les transférer ni les perdre. D'un autre côté, les droits du citoyen sont les droits que l'on donne à un citoyen selon certaines conditions, dont la plus importante est que le citoyen doit appartenir à une cité. Pour faire coller un peu plus la définition avec notre époque, plutôt que de parler de cité, on parlera plutôt de communauté politique et donc en général d'État. Dès lors, que peut-on en déduire? Nous avons d'un côté les droits de l'homme, qu'on obtient dès la naissance et que l'on garde jusqu'à la mort. Ils sont donc universels et inaliénables. Et de l'autre côté, nous avons les droits du citoyen qui sont particuliers et qui sont soumis à des conditions. Dès lors, comment dire qu'universel et particulier, inaliénable et incommutable sont équivalents? Alors, j'entends ce que vous dites. Vous nous dites ici qu'il y a une contradiction entre les droits humains et les droits des citoyens, de par l'universalité contre la particularité, et de par le fait que les droits humains sont inaliénables contre des droits citoyens que l'on peut perdre, que l'on peut retirer. Très bien, vous êtes parti sur ce fait-là, mais nous avons avancé et les États, toute cette particularité, chaque État indépendant s'est réuni et en 1948, nous avons fait une définition assez précise de ce que sont ces droits humains. Ces droits humains, ils ont, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, votée à la majorité à l'ONU, ils ont 3 aspects. Le premier aspect, c'est un aspect libéral, de défense des libertés fondamentales de tout homme. Le deuxième aspect, c'est un aspect politique, permettre à tous les hommes, qu'importe de leur cité, de s'investir dans la vie politique. Leur troisième aspect, c'est un aspect socio-économique, c'est-à-dire permettre à tout homme d'avoir des conditions décentes. Pour être homme, il faut au moins manger, il faut au moins vivre convenablement. Eh bien, malgré la différence que vous avez citée dans la particularité de chaque État, on retrouve partout la même définition et les mêmes aspects dans les droits des citoyens. Défense des libertés fondamentales, 1. Défense des libertés politiques, un citoyen c'est celui qui s'investit dans sa cité. Et troisième aspect, défense par chaque État des conditions de vie minimales des citoyens. Voilà. Donc non, il y a bien une équivalence qui a été trouvée à la majorité. Et plus qu'équivalent, les droits humains et les droits citoyens sont complètement interdépendants. Alors, si nous comprenons bien ce que vous avancez, c'est qu'il y a eu en 1948 une déclaration des droits de l'homme qui montre que les droits de l'homme et les droits du citoyen sont équivalents. Or, nous, ce que nous pensons, c'est qu'ils ne peuvent pas être associés, tout simplement déjà parce qu'il y a certains pays qui ont refusé de signer la charte des droits de l'homme, et comme par exemple le Soudan qui ne fait pas partie de l'ONU. Ensuite, on peut par exemple parler de l'ex-Yougoslavie, l'ex-république yougoslave de Macédoine, qui a été punie par la Cour européenne des droits de l'homme en décembre 2012 pour ne pas avoir respecté les droits de l'homme des prisonniers, sans pour autant que cela atteigne leurs droits civiques au sein de leur État. C'était un réfugié allemand qui avait été torturé en prison et qui a donc été qui s'est vu octroyer l'accord de la Cour européenne des droits de l'homme, mais qui pour autant n'a pas été, ne s'est pas vu, comment dire, qui n'a pas été protégé par les droits du citoyen. Voilà. Si je comprends bien ce que vous me dites, vous avez pris l'exemple donc de ce jeune réfugié yougoslave qui donc n'avait pas la citoyenneté yougoslave, mais qui se quémandait de par sa naissance et donc de par la nature de ses droits de l'homme. Eh bien, si je reprends votre exemple des réfugiés apatrides, on remarque en effet, et c'est encore valable aujourd'hui, que lorsque des personnes donc, qui ne sont plus considérées comme des citoyens
car plus membre justement de cette communauté politique, eh bien, demande soit l'asile ou même demande refuge quelque part, eh bien, on constate que parfois leurs droits de l'homme sont bafoués, soit parce qu'ils sont entassés par exemple à la jungle de Calais, si je prends l'exemple de la France, mais même partout dans le monde, dans des conditions atroces et complètement inimaginables. Eh bien, ce qui reviendra à dire, c'est que s'ils n'ont pas les droits citoyens, alors leurs droits de l'homme ne sont pas respectés. C'est donc presque une équivalence. Ça veut dire, si on reprend l'inverse, tant qu'on n'a pas les droits du citoyen, on n'a pas les droits de l'homme. Et de fait, tant que les droits dépendront des communautés nationales, alors être exclu d'une cité, ça reviendrait à être exclu de l'humanité. Pour reprendre votre exemple sur les réfugiés à Calais, on peut justement parler d'Hannah Arendt qui dit que un droit est vide s'il ne peut pas être appliqué sur le plan juridique. Sauf que si on prend les droits de l'homme et les droits du citoyen sur un plan juridique, on voit qu'ils ne sont pas équivalents. En effet, un réfugié qui, pour telle ou telle raison, fuirait sa patrie, où il a sa citoyenneté, va sur un autre territoire où il est soumis à l'autorité étatique de ce territoire en vertu de la souveraineté nationale. Et donc, il peut bénéficier, par exemple, de droits sociaux et des droits de l'homme sans pour autant bénéficier, bénéficier des droits du citoyen. Il peut en effet avoir droit à une protection sans pour autant être naturalisé et pouvoir agir en tant que citoyen au sein de l'État dans lequel il est. Donc, on ne peut pas vraiment parler d'équivalence ni d'interdépendance entre ces deux types de droits parce qu'on peut très bien jouir d'un sans jouir d'autre. Alors, vous nous dites qu'un être humain, qu'un réfugié peut bénéficier des droits des citoyens sans pour autant l'être. Donc, je voudrais vous dire que les droits de l'homme et du citoyen sont un idéal. Par exemple, d'un passage piéton. Alors, je sais très bien que la majorité d'entre vous ont déjà traversé lorsque le feu était au rouge. Donc je pense que c'est le cas de la majorité d'entre vous. Mais le saviez-vous que passer lorsque le piéton est au rouge est un délit et puni par la loi, donc 4 €. 4 €, donc voilà. C'est puni par la loi, mais pour autant, c'est les droits de l'homme et du citoyen donc, qui ont mis en place ces règles ont vu comme un idéal le fait de mettre ces règles en place. Donc si je comprends bien ce que vous dites, vous avez pris l'exemple d'un passage piéton. Pour expliquer que les droits de l'homme et les droits que le fait de traverser au vert, c'était un respect à la fois des droits de l'homme et des droits du citoyen. Et donc là, je m'interroge. Comment dire lorsque le feu est rouge, on ne peut pas traverser, n'est-ce pas? Et le principe même, qui est d'ailleurs dans la DUDH, c'est le principe de liberté dont a parlé plus tôt monsieur. On peut donc aller où on veut lorsque l'on veut en fait. Et ça, c'est un principe des droits de l'homme qui n'est pas respecté par les droits du citoyen. Certes, c'est pas le meilleur exemple, je pense, avec le passage piéton, mais et donc j'aimerais prendre un autre exemple, peut-être plus parlant, pour montrer que justement ces droits ne sont pas équivalents, avec l'état d'urgence. L'état d'urgence va priver le citoyen de certaines libertés, mais les libertés dont il va être privé, ce sont uniquement des libertés offertes par les droits de l'homme et non pas par les droits du citoyen. L'état d'urgence n'empiète en aucun cas sur la liberté citoyenne. Et donc on peut dire que là où on a des droits du citoyen, on n'a pas de droits de l'homme, donc on n'a pas de principe d'équivalence en fait.
Si je comprends bien ce que vous avez dit que si on n'a pas de droit de l'homme, on n'a pas de droit du citoyen. Donc si on n'a pas l'un, on n'a pas l'autre. C'est exactement le principe d'équivalence en mathématiques. Bon, c'est pas grave. Donc, apparemment, vous n'avez pas bien compris peut-être ce que ma camarade voulait dire. Ce que nous voulions défendre, c'est bien que l'équivalence des droits de l'homme et des droits des citoyens, même si par tous les exemples que vous pourrez trouver, n'est pas en fait actée aujourd'hui, on peut avoir, comme vous l'avez dit, des exemples de droits des citoyens qui vont à l'encontre de droits de l'homme, eh bien c'est bel et bien un idéal qu'il faudra défendre. Et un idéal qui, en droit, est bien là. En fait, toute notre République française est basée sur cet idéal, un idéal de non-contradiction entre les droits humains et les droits citoyens. On le trouve dès 1789 avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui posait justement cette équivalence, droits de l'homme et du citoyen. La République, c'est tout ce qui va aller vers l'équivalence de ces droits du citoyen qui vont se calquer sur les droits de l'homme. Et donc, en ne reconnaissant pas cette équivalence entre droits de l'homme et droits des citoyens, vous allez à l'encontre de la République. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, avant de vous donner notre décision, nous allons d'abord rappeler les 4 critères sur lesquels nous sommes fondés pour émettre notre décision. Donc, premier critère, le respect formel des règles de la disputatio. Deuxième critère, la rigueur intellectuelle, la qualité des arguments énoncés. Troisième critère, l'écoute de la partie adverse, la capacité à reformuler les arguments du contradicteur. Et enfin, quatrième et dernier critère, la capacité à avoir une présence de scène, une qualité scénique. Et donc, fort de ces 4 critères, que c'était le groupe contre qui l'avait emporté. Donc ce groupe-ci, que nous félicitons. Les lycéens laissent la place aux étudiants. Alors, notre thèse, je le rappelle, il est légitime, dans la pratique, de considérer la majorité comme un équivalent de la totalité. Alors, j'aimerais bien interroger notre thèse sur le terme de légitime. En quoi est-ce que cela est légitime? Alors, Tocqueville nous indique que finalement, dans De la démocratie en Amérique, il nous met en garde sur le principe de tyrannie de la majorité. Alors, cette tyrannie de la majorité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, finalement, c'est une conséquence indésirable de la démocratie qui vise à tyranniser une partie de la population. Donc ici, la majorité qui opprime la minorité. Alors, pour exprimer mon argument, je vais m'appuyer sur un exemple très simple de Spencer. Il était une fois 2 peuples, un peuple de Slaves et un peuple de Saxons. Le peuple de Slaves était le plus nombreux. Alors si on suit cette thèse, cela veut dire qu'il détient la majorité et donc la souveraineté du pouvoir. Il a donc le dernier mot dans les décisions. Mais finalement, si le peuple de Slaves décide de réduire en esclavage le peuple de Saxons, finalement il devient immoral. Et donc on pourrait interroger notre thèse en disant que finalement peut-être que c'est légal, mais en aucun cas ce n'est légitime. Vous soutenez finalement que le risque de la règle de la majorité, c'est sans cesse celui d'une tyrannie de la majorité, avec l'exemple des Saxons que vous venez de citer. Notre thèse, c'est précisément de défendre qu'il est légitime, dans la pratique, de tenir la majorité pour équivalente à la totalité des voix, pour une raison qui s'oppose exactement à votre argument, c'est qu'on a tendance, en vous écoutant, à considérer que la majorité serait un exercice de domination du plus grand nombre sur le plus petit nombre, alors qu'en réalité, il consacre le principe de l'égalité, du droit de la participation égale de chaque citoyen à la décision publique. Et en ce sens, il va bien plutôt protéger la voix de chaque citoyen qui est reconnu comme ayant la même valeur que les autres voix. Un exemple historique nous permet de nous en rappeler. Peut-être que vous vous souvenez des États généraux de 1789 qui prévoyaient initialement que les votes aient lieu par ordre.
que donc le clergé vote d'un côté, la noblesse de l'autre, et puis le tiers-État. Et ce qui avait comme effet immédiat de mettre en minorité le tiers-État, dont on sait qu'il représentait l'essentiel de la population. Et c'est seulement parce que des députés se sont révoltés contre ce principe et ont fait valoir l'exigence d'un vote par tête que la majorité qui a pu se dégager et qui a créé l'Assemblée nationale est une majorité qui va en même temps avec l'affirmation de la valeur égale de chaque voix. Concrètement, défendre le principe de la majorité comme équivalent de la totalité, c'est faire valoir que la voix de chacun de vous ne vaut pas plus que celle de votre voisin et que, par la loi du nombre, elle accède au même statut que celle de votre voisin. Je vous remercie pour cet argument. Si je vous comprends bien, vous défendez la légitimité de la règle de majorité en raison de sa capacité à représenter l'intérêt général et donc à assurer la digne représentation de l'égalité finalement des individus. Or, il me semble que l'équivalence que vous décrivez en réalité soit moins un principe de représentation finalement de l'ensemble des individus par la majorité que de substitution de la majorité à la totalité, précisément en raison de ses privilèges. En effet, au sein de nos sociétés, il existe des rapports de force entre classes dominantes et classes dominées, ces dernières ne possédant pas toujours les moyens d'exprimer leur voix, notamment donc parce qu'elles sont exclues du jeu normal de la démocratie et parce qu'elles procèdent par autocensure. Nous pouvons ici nous appuyer sur les chiffres impressionnants des taux d'abstention en France chez les catégories les plus précaires de la population, telles que les jeunes, les étrangers, les minorités ethniques ou sexuelles ou encore les classes précaires. À Saint-Denis, par exemple, sur plus de 110 000 habitants recensés, seulement 46 000 sont inscrits aux listes électorales pour les élections municipales et seulement 14 000 ont réellement voté. Ainsi, il semblerait que les minorités finalement se sentent exclues et ne se sentent pas légitimes à participer à la délibération politique. Dès lors, la majorité finalement que vous décrivez se construit moins sur une égalité de nature entre les individus que sur une inégalité de fait. Vous nous rappelez ce soir à juste titre ces chiffres impressionnants du taux d'abstention à Saint-Denis, en nous rappelant que les minorités, que certaines parties de la population auraient plus tendance à s'abstenir. Mais nous considérons que la majorité des voix est un équivalent à la totalité, car certaines minorités ont plus tendance à suivre leurs intérêts personnels plutôt que les intérêts de la population. En effet, elles se considèrent davantage en tant que communauté et moins en tant qu'appartenant à la population entière. Prenons le frontispice du Léviathan de Thomas Hobbes. Sur ce frontispice, on voit un monstre souverain composé d'individus qui le regardent. On comprend ainsi qu'un État peut être fort seulement lorsque la majorité de la population qui le regarde le soutienne. On doit ainsi considérer la majorité des voix comme un équivalent à la totalité, puisque cela garantit un État fort et sauvegarde les populations. Alors que, en revanche, les minorités, elles, ont plus tendance à suivre leurs intérêts personnels. Merci pour cet argument que nous entendons, qui est très pertinent. Alors, vous évoquez finalement que nous devons considérer la majorité comme un équivalent de la totalité, parce qu'il y a un risque que les minorités suivent leurs intérêts personnels. Mais finalement, les minorités peuvent être un énorme intérêt pour peser dans la décision finale. Si finalement on tire un trait et qu'on considère qu'à partir de ce trait, finalement, c'est la majorité, eh bien la majorité ne doit pas oublier qu'il y a une externalité et que cette externalité, c'est la minorité. Et la minorité peut parfois être la source d'une réflexion plus juste, plus aboutie et parfois même plus visionnaire. Par exemple, en 1981, l'abolition de la peine de mort en France a été établie contre l'avis de la majorité. De même, le film de Sidney Lumet, avec 12 hommes en colère, nous le montre. Et il nous montre finalement au cours d'un procès que finalement un juge qui est minoritaire va petit à petit réussir à faire changer l'avis des autres, de la majorité, grâce à sa réflexion qui est totalement juste, fondée sur des faits précis et aboutis.
Vous faites valoir à nouveau avec des exemples, notamment en 1981 la suppression de la peine de mort, que les minorités peuvent finalement avoir raison contre la majorité. Et vous avez tout à fait raison. Simplement, le problème dans votre argument par rapport à ce que nous défendons, c'est-à-dire l'équivalence de la majorité des voix à la totalité, c'est vous présupposer qu'équivalent signifie ici identité. Or, c'est précisément pas ce que nous défendons, et ce que nous croyons et affirmons avec force, c'est qu'en réalité, en démocratie, il est impossible d'accéder à la totalité. On dit bien que la démocratie est le pouvoir de tous, donc on cherche bien un tous, mais qui par définition, parce qu'il repose sur un désir qu'on met en œuvre en sollicitant la liberté des individus, n'est jamais pleinement acquis. Et c'est là que la démocratie se distingue du totalitarisme, qu'Hannah Arendt comprend bien, comme une domination qui s'étend à toutes les sphères de la société et qui précisément va chercher à dire très précisément ce que la société doit être, ce que l'individu doit être, qui sait précisément tout ce que la société doit être. La démocratie, à l'inverse, si elle vise un tout qui est inaccessible et qui repose sur la liberté de ses membres, elle doit consentir à ce que la majorité soit sans cesse tendue vers une fiction nécessaire, la fiction du tous, mais qu'elle ne réalise que partiellement par le jeu de la majorité. Et c'est pour ça que nous tenons cette équivalence de la majorité à la totalité des voix, non pas comme une identité, mais comme une nécessité pratique qui permet sans cesse de viser le tout que nous désirons ensemble. Je comprends votre argument et à vrai dire, je suis d'accord avec vous sur l'idée que l'unanimité en démocratie est non seulement inatteignable, mais qu'elle n'est en plus pas souhaitable. Cependant, que la règle de majorité soit un équivalent possible à la totalité ne signifie pas que ce soit le seul équivalent. Et dès lors, je pense qu'il est nécessaire d'envisager d'autres procédés plus démocratiques que la règle de majorité pour prendre en compte l'intérêt des minorités. Prenons l'exemple de l'Union européenne et du consensus. Le consensus, contrairement à la règle de l'unanimité, qui présuppose l'assentiment de la totalité, le consensus, lui, consiste simplement en l'absence de veto. Dès lors, lorsque les États doivent prendre une décision sur un sujet fragile et un sujet brûlant, lorsqu'un État finalement n'oppose pas son veto, il montre que la décision qui va être prise n'entre pas en contradiction avec ses exigences, ses préoccupations en termes de droits fondamentaux. Dès lors, je pense que le consensus, par exemple, représente un compromis plus démocratique que la règle de majorité pour permettre à tous les acteurs minoritaires de peser dans la décision finale. Vous nous rappelez ce soir l'intérêt de trouver d'autres moyens que la majorité, comme par exemple ce droit de veto et ce consensus que vous nous rappelez dans l'Union européenne. Mais qu'est-ce que la majorité ? La majorité n'est pas une foule ou une somme d'intérêts privés devenus majoritaires. Elle n'est pas non plus une force anonyme, violente et inarrêtable. C'est une majorité qui est formée à partir de débats, de discussions, de tâtonnements. Qui plus est, elle est renouvelée de manière cyclique par un jeu d'élections régulières. Par exemple, en France, le président de la République et les députés sont élus tous les 5 ans. Cela permet un renouvellement des candidats et qu'une grande partie des opinions soit représentée. Nous devons donc considérer la majorité des voix comme un équivalent à la totalité, puisque cette majorité est elle-même évolutive et qu'elle se construit dans le temps. Merci pour cet argument. Vous pointez finalement le fait que la majorité n'est pas quelque chose de figé, qu'elle peut évoluer, qu'elle peut s'adapter. Alors moi, j'aimerais bien mettre en avant le fait que finalement, la majorité échappe à représenter une totalité. Parce qu'en effet, souvent, quand nous pensons à la totalité, nous évoquons finalement le vote majoritaire. Finalement, la majorité, c'est celui qui l'emporte au vote. Par exemple, la majorité qui va l'emporter pour élire notre futur président de la République. Mais finalement, cette majorité oublie de représenter la totalité du corps social. Elle représente peut-être la totalité du corps électoral, et encore, ce n'est pas sûr. Finalement, dans Zoopolis, de Kiminka et de Donaldson, ils mettent en avant le fait que la majorité ne représente pas la totalité, non pas électorale, mais la totalité du vivant, notamment avec, par exemple, l'espèce végétale ou encore les animaux.
Et donc, finalement, ils mettent en avant, par le rôle du GIEC, que le réchauffement climatique résulte de l'action de l'homme, finalement. Et donc, que les différents gouvernements n'ont pas réussi à gouverner en représentant la totalité du corps social, finalement. Vous soulignez encore une fois, finalement, la difficulté pour la majorité à représenter la totalité, à être capable d'assumer la totalité du vivant, la totalité des individus qui composent une société. Et c'est tout à fait vrai, c'est un argument finalement qu'on avait nous-mêmes avancé tout à l'heure en disant que notre prétention n'est pas de dire que la majorité s'identifie à la totalité. Mais je voudrais revenir sur un terme du sujet qu'on n'a pas évoqué et qui me semble essentiel, c'est en pratique. C'est le rappel simplement que la politique, elle a à voir aussi avec l'exigence de l'action, de la décision. Ce que Machiavel nous rappelle bien quand il parle des talents du prince, la virtu qui lui permet de s'adapter constamment aux circonstances changeantes, à la fortuna, aux événements imprévus, et l'exigence de prendre une décision. Et dans ce contexte, la règle de la majorité que nous défendons, elle n'est pas seulement dans un rôle de représentation, il ne s'agit pas seulement de refléter la diversité finalement de ce qui compose notre société, ou même le vivant, pour vous citer, elle a aussi une fonction qui est d'ancrer l'action politique dans l'efficacité. Et le principe de majorité, il fixe un terme aux délibérations. Évidemment, il se construit avec des délibérations qui les précèdent, mais en mettant bien l'accent sur le fait qu'il faut, à un moment, donner un pouvoir aux gouvernants de décider, de trancher. Et c'est ce que fait le principe de majorité. Et l'évocation de la pluralité de la société, aussi belle soit-elle, elle sera vide si aucun critère ne nous permet de prendre des décisions dans les circonstances qui les imposent. Si je comprends bien votre argument, la règle de majorité est finalement un remède pragmatique contre l'inaction et elle est ce qui permet de prendre des décisions et d'avancer finalement dans l'histoire. Certes, mais je pense que la pratique ne devrait pas être légitimée simplement par justement sa capacité à faire avancer les choses. Il ne faut pas oublier que chaque individu est avant tout animé par un désir de justice et justement, il possède une conscience morale et souhaite que les actes du gouvernement y soient conformes. Quelle est la légitimité d'une majorité si elle se dégage dans le secret, par exemple, dans le privé, sans prendre en compte les intérêts de la totalité ? Prenons pour exemple une loi sur les engrais votée le 28 mai 2018 à l'Assemblée nationale durant la nuit et par un nombre réduit de députés. Cette loi est-elle légitime simplement sous prétexte qu'elle a été finalement votée dans l'urgence, alors même qu'elle n'a pas été soumise au consentement des citoyens? Il me semble que la majorité échoue à représenter l'intérêt de l'ensemble des citoyens et finalement semble se constituer dans l'entre-soi et privilégier ses propres intérêts. Voilà, le jury, toujours sur ces 4 critères, a beaucoup réfléchi et n'est pas parvenu à vous départager. Voilà. Je ne sais pas si on a le droit. Hein. Et maintenant, place aux citoyens. Nous avons donc à défendre la thèse selon laquelle République et démocratie ne sont pas indispensables l'une à l'autre. Vous défendrez évidemment la thèse contraire. Mais je voudrais d'abord définir tout de même les termes de République et de démocratie. Alors je pourrais parler de Sieyès, je pourrais parler de Rousseau, mais nous avons décidé de vous parler plutôt de la Star Academy et de The Voice. Dans la Star Academy, ce sont des experts, c'est un jury qui décide. Eh bien, dans The Voice, c'est le contraire, c'est la foule qui décide. Vous ne trouvez pas intéressant que The Voice existe encore alors que la Starac, ça n'existe plus du tout. Nous pensons également que une république, c'est un système dans lequel la voix des représentants prime sur celle des représentés, sur celle du peuple. La démocratie, c'est le contraire. C'est un système dans lequel la voix du peuple prime sur celle de ses représentants. Eh bien, nous avons d'un côté la Suisse, qui est en effet une démocratie. Pourquoi? Parce que même, de la même manière qu'en Grèce, le premier venu, oi idiotai, peut proposer à tous les autres une idée qui s'imposera à tous dès lors qu'il dispose de 40 000 signatures pour ce faire. Et de ce point de vue-là, la France est une république. Parce qu'en 2005, qu'est-ce qui s'est passé? Les Françaises et Français, on en pensera ce qu'on veut, mais ils ont voté contre le traité constitutionnel européen. 2 ans plus tard, que s'est-il passé? Le président de la République
dans sa majesté, a décidé de casser la décision populaire. Démocratie d'un côté, République de l'autre. Eh bien nous, notre parti est pris au regard des problèmes que rencontre aujourd'hui notre République, de la manière dont elle est décriée, et qui a été d'ailleurs très brillamment résumée par les équipes antérieures. Nous prônons une démocratie avant tout, et qui soit dispensable de la République. Cette démocratie serait celle donc dans laquelle le peuple primerait sur ses représentants. Et c'est une démocratie qui serait parfaitement conforme à la définition qui est donnée de la démocratie dans l'article 2 de la Constitution française, le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. On va devoir commencer par se mettre d'accord sur les termes. Et apparemment, ça ne va pas être simple. La démocratie, vous l'avez dit, c'est l'exercice du pouvoir par le peuple et pour le peuple. La démocratie, c'est démos, le peuple, on le dit souvent. Un petit peu moins, on dit que kratos, la seconde partie du terme, c'est effectivement le pouvoir, la puissance, la vigueur. Votre définition de la République ne manque pas de nous surprendre. Elle serait la prise de pouvoir, la suprématie des représentants sur le peuple qui leur a confié un mandat. Parce que la République, ce n'est rien d'autre que l'exercice du pouvoir en vertu d'un mandat remis par le corps social. La République, c'est l'état de droit, c'est le socle commun, res publica, la chose publique, c'est ce qui nous rassemble. Ce sont les droits fondamentaux, inaliénables, incessibles, ceux dont nous ont parlé les brillants étudiants et lycéens qui nous ont précédés. Et vous prenez l'exemple de la Suisse. La Suisse, c'est vert pâturage, c'est au sommet, peut-être de la chanson, c'est au sommet sans minaret. C'est au sommet sans minaret puisque le référendum qui existe effectivement en Suisse et qui permet la consultation populaire en toute chose, en tout temps et pour tout, a permis effectivement aux citoyens suisses de refuser le droit de construire des minarets, y compris sur son propre terrain, y compris lorsqu'on est musulman et qu'on a le droit au respect de son culte, qui est une liberté fondamentale, y compris lorsqu'on a le droit au respect de sa propriété, qui est aussi une liberté fondamentale. La Suisse, c'est effectivement la possibilité de voter une loi qui ne respecte pas les droits fondamentaux des individus. C'est la possibilité de voter une loi qui va mettre à mal le corps social, qui va petit à petit venir écorner ce qui fait ce socle commun. Et donc non, nous ne croyons pas que la République, ce soit la prise de pouvoir des représentants sur le peuple, et encore moins que la démocratie serait au contraire la suprématie du peuple sur ses représentants. Non, au contraire, elles se nourrissent l'une l'autre, elles sont indispensables l'une à l'autre, parce qu'une démocratie qui n'est pas encadrée par un état de droit, c'est une démocratie qui finira toujours par se renier elle-même, qui finira toujours par détruire les plus fragiles et par détruire ce qui nous unit. Donc, nous entendons bien votre explication selon laquelle le socle commun de la République se nourrit de l'idéal démocratique, etc. Mais encore une fois, revenons-en au fait. Si cette République était réellement démocratique, je m'adresse à vous, mesdames, on est 52% en France. Et pourtant, il n'y a jamais eu de présidente de la République. Donc vous pensez défendre les minorités, les opprimés, la veuve et l'orphelin en défendant la République, très bien. Nous pensons en contraire que la République, en fait, elle écrase les minorités. Nous pensons que la démocratie, par le pouvoir conféré au peuple, elle retire et elle reprend surtout le pouvoir des mains de l'aristocratie pour la redonner au peuple. Regardons encore une fois les statistiques.
l'Assemblée nationale, sur 577 députés, un ouvrier. 70% de professions intellectuelles supérieures, etc. Sur nos présidents de la République, 1 sur 2 ont fait l'ENA, 5 sur 9 ont fait Sciences Po Paris. Donc je les recherche, les minorités à la tête du pouvoir, je les recherche, mais je ne parviens pas à les trouver. Et c'est pourquoi... C'est pourquoi nous défendons que, contrairement à ce que vous exposez, la démocratie, elle permet à tous d'avoir un poids, une parole, et que la République lui retire des mains. Et si vous défendez, enfin là on voit bien qu'on est du coup dans un cas de république sans démocratie, et donc nous on vous propose une démocratie qui se passe de république. Et on pense que c'est possible et que c'est la meilleure manière pour les citoyens de récupérer le pouvoir. Alors si j'ai bien compris, pour vous, la République serait l'ennemi de la démocratie et finalement, il faudrait choisir entre 2 émissions télé et la République serait un temps de cerveau disponible. C'est beaucoup plus compliqué que ça et en même temps c'est très simple. C'est très simple parce que notre maître de conférence l'a effectivement résumé très bien. Tout ça, c'est une question de pouvoir. La démocratie directe, participative, c'est confier le pouvoir à ce que vous appelez le peuple, et finalement, ça sera la loi de la majorité, une majorité qui interdit les minarets, une majorité qui interdit la liberté religieuse. Moi, républicain, je veux diviser le pouvoir. C'est la théorie de Montesquieu. Ce qui arrête le pouvoir, c'est le pouvoir. Et la République, c'est ça, c'est la séparation des pouvoirs. Il y a le Parlement, il y a le gouvernement et il y a l'autorité judiciaire. Et bien sûr, il y a le peuple qui, par ses élections, peut sanctionner un détenteur du pouvoir. Vous, le pouvoir est confié à un seul, que vous appelez le peuple, que j'appelle la majorité. Une majorité qui réagit aux peurs. Une majorité qui, à la faveur d'un attentat, va légaliser la torture. Ce n'est pas la démocratie. Le pouvoir arrête le pouvoir, ça veut dire quoi? Comme on vous l'a rappelé précédemment, ça veut dire que notre socle commun est garanti. Notre socle commun, c'est quoi? C'est les droits humains. Le peuple ne peut pas aller contre les droits humains dans un système républicain parce que la République dispose, c'est un savant équilibre, avec des garde-fous, le Conseil constitutionnel, le Parlement qui contrôle le gouvernement. Regardez quand notre cher président a voulu interdire les manifestations en période de pandémie. Le juge a dit disproportionné, trop attentatoire aux libertés de nos chers citoyens. La République, c'est le contrôle. Vous avez avancé l'idée selon laquelle la République, c'était pouvoir et contre-pouvoir. Mais avant cela, vous avez dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Beaucoup. Vous avez dit que la République et la démocratie ne sont pas ennemis. Et que vous nous avez prêté cette parole-là. C'est intéressant parce que ce n'est pas de nous cette parole. Et tout à l'heure, notre cher maître l'a rappelé. Les pères fondateurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? CIS, le premier. La République va contre la démocratie. Il dit la chose suivante, dans une république, et la France ne saurait être autre chose qu'une république. Dans une république, les représentés ne doivent agir et parler que par leurs représentants. J'en viens donc à votre argument, qui consiste à dire la chose suivante. Il y a des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Ce n'est pas les mêmes personnes qui sont dans le pouvoir et dans les contre-pouvoirs? Vous me parlez du Conseil constitutionnel, il y a 9 membres, il y en a 2 qui ont été nommés récemment par le président de la République, dont une ancienne ministre, Jacqueline Moreau. Vous apprenez peut-être son nom ce soir. Vous avez aussi au Conseil constitutionnel des anciens présidents de la République, Alain Juppé, Laurent Fabius. Contre-pouvoir, les mêmes qui exerçaient le pouvoir avant, l'exercent ensuite à l'encontre des autres. Et dernier point, qui m'intéresse aussi beaucoup. Vous dites la démocratie, vous opposez la démocratie au pouvoir. Dans la démocratie, il y a Kratein. Il y a le pouvoir du peuple.
On a le sentiment, à vous écouter, que la démocratie est totalement inefficace. Mais je voudrais simplement l'illustrer par un point. C'est que, partons un petit peu, s'il vous plaît. Allez, allons ensemble au Brésil. Au Brésil. Au début des années 80, au Brésil, Carioca, Saudade, il y avait une équipe qui s'appelait l'équipe du Corinthians. Et c'était une équipe qui fonctionnait de manière totalement démocratique. Quand je dis totalement démocratique, ce n'est pas simplement les joueurs de l'équipe qui décidaient des tactiques. Vous avez aussi la personne qui nettoyait le stade, qui pouvait avoir son mot à dire sur le jeu de l'équipe. S'il y a des fans de football dans la salle, ils savent qu'entre 1981 et 1984, cette équipe de Sao Paulo a dominé le jeu mondial, a créé un jeu, le jeu Corinthians, qui est absolument magnifique. Il y a une efficacité de la démocratie. Mais je vais dire aussi un autre point sur cette équipe du Corinthians, c'est qu'elle est devenue le symbole de l'opposition à la dictature. La démocratie est le symbole, et la démocratie plus directe, la démocratie telle que nous l'avons définie, est le symbole de l'opposition à la dictature. À l'heure actuelle, il est temps de s'en rappeler. Vous aimez voyager. Vous nous emmenez au bout du monde, vous prenez l'exemple d'une équipe de football, on a eu The Voice, mais l'exercice du pouvoir, c'est un peu plus qu'une émission de télé, c'est un peu plus qu'un match de foot, il ne suffit pas d'être un symbole de la démocratie. L'exercice du pouvoir, ça doit agir aussi en tout temps, et donc y compris en des temps troublés, vous venez de nous le dire et vous avez bien raison. Pensez-vous réellement que la démocratie, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir par le peuple et pour le peuple, sans contre-pouvoir, c'est-à-dire sans équilibre, sans institution, pensez-vous que cette démocratie directe serait à même de réagir avec sérénité, avec objectivité, avec tout le calme et le sérieux que cela implique, si elle était amenée à se prononcer sur la peine de mort, sur les droits de la défense, sur le droit peut-être d'un terroriste d'avoir un avocat, et peut-être même que cet avocat soit payé par l'État pour le défendre. Pensez-vous que cette question pourrait être sereinement traitée et qu'on pourrait sereinement y répondre si on faisait un vote populaire le 16 novembre 2015 ? Le pensez-vous ? Nous ne le pensons pas. Nous ne le pensons pas, et la République, c'est justement ce phare qui nous guide en ces temps de tempête. C'est ce qui nous permet de garder ce socle commun que nous évoquons, celui des libertés fondamentales, celui des droits fondamentaux. Parce que la démocratie, c'est quelque chose de sérieux. Alors, oui, c'est vrai, la République est perfectible. Oui, il y a une reproduction des élites, une reproduction endogène, c'est vrai. Disons-le, nous vous rejoignons sur ce point. Mais soyons créatifs, ayons de l'imagination. Imaginons une république que l'on sera amené à perfectionner, dans laquelle il y aurait plus de consultations citoyennes. Ce que vous faites, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne m'appartient pas de juger, mais seulement de commenter. Il me semble que la volonté de disputation a été très largement respectée. Ce critère me paraît fondamental, puisqu'il donne son sens à la tentative. Parmi les réserves que j'aurais pu avoir sur tel ou tel moment, c'est les cas peu nombreux où la dispute dérive en faisant intervenir un autre type d'arguments. Je pense par exemple à l'intervention de la morale dans des problématiques qui étaient, au sens propre, politiques. Mais c'est
les exemples, enfin ce qui m'est apparu, ce n'est précisément pas le trop-plein de tel type de dérive. Concernant la référence qui a été prise, notamment par des lycéens, à la Déclaration universelle des droits humains. C'est un exemple extrêmement intéressant parce que, pour deux raisons. La première raison, c'est que la Déclaration universelle des droits humains relève d'une tradition qui est en vérité opposée à la tradition représentée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc il n'est pas tout à fait étonnant que l'on puisse utiliser cette déclaration contre l'hypothèse que les droits de l'homme et les droits du citoyen soient différents. Le deuxième point concernant cette déclaration, c'est que, et cela apparaît dans le texte, en fait, dans la définition de l'être humain telle qu'elle est utilisée, on inclut la dimension d'appartenance politique. C'est-à-dire qu'en fait, on revient à Aristote, l'homme, l'être humain, est un animal politique. Ça veut dire que simplement en développant l'espèce humaine, en développant les lois qui en font une espèce, l'humanité va rencontrer les formes politiques. Mais si on dit ça, alors évidemment, les droits du citoyen apparaissent comme inclus dans les droits de l'homme. On n'est pas du tout obligé d'avoir la conception aristotélicienne. C'est-à-dire qu'on peut considérer que l'être humain, en tant qu'être vivant, n'est pas un être politique. Je m'appuierai sur ce point sur la position d'Hannah Arendt, même si sur d'autres points je ne la rejoindrai pas, mais entre l'être humain défini comme espèce naturelle et l'être humain comme être politique, il y a une différence. Donc, même si je ne prends pas parti entre les deux positions concernant droits de l'homme et droits du citoyen, mais même si on admet que les droits de l'homme et les droits du citoyen se supposent les uns les autres ou s'équivalent les uns aux autres, il faut, à mon avis, reprendre avec précision et précaution l'idée que l'être humain est, par nature, un être politique. Ça me paraît une hypothèse qui n'est pas nécessaire et qui réclame, disons, une démonstration propre. Dans la discussion concernant la majorité, cette discussion m'a paru de très bonne qualité. Je dirais que il y a une notion dont l'absence m'a surpris. C'est la notion d'approximation. Autrement dit, le peuple, tel que on le définit dans la souveraineté du peuple ou dans les représentants du peuple, le peuple comme totalité, peut-être qu'à partir du moment où on essaie de le compter, ce qui est le problème du vote, peut-être que le peuple se révèle comme une grandeur irrationnelle, au sens où le nombre pi est une grandeur irrationnelle.
Et le vote, le décompte, c'est de l'arithmétique, ce sont des nombres rationnels, ce sont des nombres entiers en vérité. On peut, le cas échéant, faire intervenir des fractions, mais enfin, bon, fondamentalement, ce sont des nombres entiers. À partir du moment où la politique, par le biais du vote, et il n'y a pas eu de remise en cause du vote dans les discussions, c'est un point sur lequel je reviendrai dans un instant. Dans la mesure où le vote repose sur des nombres entiers, des nombres donc, qui ne sont pas irrationnels, et si par ailleurs le peuple, mais même le corps électoral, on peut à un instant T le calculer, je veux dire, donner le nombre de millions que ça représente, mais à l'instant T, l'instant d'après sera changé. Pourquoi? Parce que quelqu'un sera mort, ou parce que quelqu'un aura quitté la France, aura renoncé à sa nationalité, etc. etc. Bon, en vérité, la notion de peuple et même la notion de corps électoral est une notion qui a toutes les propriétés d'un nombre irrationnel. Si c'est un nombre irrationnel, alors il ne peut y avoir qu'une valeur approchée. Alors, le nombre pi, par exemple, on l'utilise dans les calculs avec une valeur approchée, quand on veut obtenir un résultat numérique. Eh bien, je dirais que la majorité est comme une valeur approchée de ce nombre irrationnel qu'est devenu le peuple. C'est la valeur approchée la plus satisfaisante par opposition à ce que serait, par exemple, la minorité au sens usuel du terme. Un point qui a été, dans la discussion, souligné avec juste raison, c'est le caractère impossible de la totalité. Mais ce caractère impossible de la totalité, c'est, me semble-t-il, exactement la même chose que de dire que le nombre, et dans le vote le nombre importe, est irrationnel. Maintenant, une remarque, mais qui vaut également pour la troisième question. Je n'ai pas, dans ma leçon, mis en cause le recours au vote. Il est donc normal, ou en tout cas explicable, que la mise en doute de la pertinence du vote ne soit pas apparue. Maintenant, puisque nous en sommes à l'épilogue, c'est aussi le moment où la réflexion peut s'ouvrir sur d'autres thèmes. Il faut savoir que, je pense à quelqu'un comme Alain Badiou, certains penseurs de la politique, parmi les plus productifs, qui sont contemporains, mettent en cause la pertinence du vote. Ils considèrent que tant qu'il y aura vote, il n'y aura jamais de démocratie. La formule de Badiou, c'est « rien de grand n'est jamais sorti du vote ». Alors, je répète, je n'en ai pas fait état dans ma leçon, volontairement, mais puisque nous sommes arrivés au terme d'une expérience, eh bien, la valeur d'une expérience, c'est de préparer la suivante. Et je pense que la question de la pertinence du vote par rapport à l'exercice démocratique est une question qui vaut la peine d'être posée. Elle surplombe l'opposition très brillante, très brillamment représentée concernant la relation entre République et démocratie.
très brillamment représentés par les deux groupes représentant les deux positions opposées. Je dirais pour ma part que je reste quand même plus persuadé par l'idée que aussi bien l'exemple de la Suisse que l'exemple des Corinthiens, des Corinthians, ou de la Star Academy ne sont pas les plus pertinents. Ce qu'ils ont de commun, la Suisse est un pays neutre. La Suisse est un pays neutre. Elle se prépare à faire la guerre quand il le faut. En 1940, elle a fait une mobilisation. C'est un pays neutre, c'est-à-dire que sa neutralité signifie que la question de la mort des citoyens ne se pose pas. Il n'y a pas de guerre. Dans les faits, la Suisse, si un jour la Suisse a pensé que Hitler pourrait l'envahir, et je connais assez bien les Suisses pour penser pour savoir, ou en tout cas pour imaginer qu'ils réfléchissent à Poutine aux portes du lac de Constance. Mais le principe de l'existence de la Suisse, c'est qu'il n'y a pas de guerre, et donc que la question de la mort des citoyens ne se posera jamais. Pour le football et la Star Academy, heureusement, c'est pareil. Dès qu'on aborde la question de la politique d'un État, d'une cité, même d'une ville, la question de la mort se pose. Et à partir de ce moment-là, je parle de la mort illégitime. Je ne veux pas aborder la question de la peine de mort. La question, à mes yeux, est réglée depuis l'abolition de la peine de mort. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que la question de la mort est la question ultime qui fait surgir le point de disjonction entre être humain et citoyen. Cette disjonction-là, on peut ou bien la nier par la conception politique, ou bien l'affirmer par la conception politique. Mais en tout cas, la question, la disjonction se fait. L'être humain, la mort ne le nie pas en tant qu'être humain, elle l'accomplit. Pour le citoyen, la mort le nie en tant que citoyen, elle ne l'accomplit pas. À mes yeux, une différence entre les deux notions, je répète, cela ne veut pas dire que nécessairement les droits de l'un et les droits de l'autre soient radicalement différents. Ça, c'est une autre discussion. Je vous remercie de votre attention. En tant que président de l'association Disposition contemporaine qui est à l'origine de cet événement, je vous dis encore quelques mots, rapidement, c'est pas de conclusion, mais de finale. D'abord pour vous remercier d'être venus nombreux pour cet événement, ce premier événement, cette expérience, je reprends le mot de Jean-Claude Milner, qui était, je pense, convaincant pour la méthode de la disputatio que nous essayons de renouveler. Nous avons voulu cet événement public pour montrer en quoi cette méthode médiévale reste tout à fait pertinente aujourd'hui. Il y aura d'autres événements à venir, nous en préparons, nous avons déjà quelques idées. Donc nous vous donnons rendez-vous pour d'autres événements, nous vous tiendrons informés par le site ou par les réseaux sociaux. Merci encore une fois de votre présence et bonne soirée. Stay
soy felices